c'est un président qui n'a pas été élu, qui s'accroche au pouvoir, et que c'est au nom de la démocratie qu'on va là-bas pour tuer des milliers de gens. Ce n'est que récemment que des journaux, dont l'Humanité et d'autres, ont commencé à dire Ouattara, en fait, est responsable de crimes de guerre. Avons-nous le droit de recevoir un génocidaire et un criminel de guerre? Cette question, je vous la retourne. Et je vous dis ceci. La réalité du monde est celle-ci. Il y a des puissances émergentes qui, il y a un siècle, étaient encore considérées comme des pays arriérés. Et il y a 3 puissances émergentes qui inquiètent l'Occident au plus haut point. La première, c'est la Chine. Pour les raisons que vous savez, c'est une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La deuxième, c'est l'Inde, qui est un continent à lui seul et qui est un pays émergent, qui a une grande partie de sa population qui suit l'hindouisme et leur propre spiritualité. Donc on ne peut pas leur envoyer des évangélistes n'importe comment comme en Afrique. La troisième puissance émergente, c'est effectivement le Japon. Mais il y a d'autres derrière, le Brésil. Or, le Brésil, c'est une majorité d'Afro-Américains et de métis. Donc, quand on considère géostratégiquement les enjeux du monde aujourd'hui, je citerai les travaux de Fukuyama, je citerai les travaux des plus grands analystes en la matière. Quand on considère cela, tout le monde arrive à la conclusion suivante. C'est en Afrique que va se jouer la gouvernance et le leadership du monde pour le 3e millénaire. À cause des potentialités dont regorge l'Afrique, à cause de la croissance démographique africaine. Et là, je dis bravo à nos mamans, même si je leur dis de ne pas faire trop aussi, parce qu'elles n'ont pas les moyens de les élever. Et nous allons leur donner les moyens. C'est pour ça qu'on est en résistance. Nous allons vers l'ébauche d'un monde multipolaire où il y aura le centre névralgique en Afrique et des satellites en Asie, en Amérique latine et sur les autres continents. La question centrale est celle-ci. Comment fait-on pour contrôler tout un continent comme l'Afrique? C'est facile. Sur 53 pays, il y a 43 qui sont dirigés par des francs-maçons. Il n'y a que 10 qui ne le sont pas. Le président de la Centrafrique, Bozizé, est un franc-maçon. Le président du Gabon est non seulement un franc-maçon, mais lui, il demande même la médiatisation de son intronisation maçonnique. Ce qui fait que vous avez ça sur Internet. Le président du Congo-Brazzaville est franc-maçon. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, est franc-maçon. Le président du Togo est franc-maçon. La plupart des présidents qui étaient à la travestiture du sous-préfet sont francs-maçons. Mais, sauf Sarkozy, à part Sarkozy, aucun dirigeant des puissances occidentales d'Europe n'est venu. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de terrain qui commence à payer. Les Abel Naki, ils ne se contentent pas de faire des manifestations. J'ai entendu des critiques malveillantes. Il faut aussi parler aux dirigeants européens. On informe, on fait un travail formidable sur Facebook. C'est la révolution virtuelle africaine à laquelle nous assistons. À travers les groupes pionniers comme Facebookers pour Babo, mais également maintenant tous les groupes de réflexion, d'analyse qui se penchent sur la situation de la Côte d'Ivoire comme exemple et comme modèle pour une renaissance et un sursaut collectif des Africains. On utilise des ONG. Il y a une ONG qui est actuellement celle qui décide qui est démocrate et qui n'est pas. Elle s'appelle Human. Qui est le donateur de cette ONG? George Soros. C'est lui qui décide qu'il faut inventer des charniers pour mettre ça sur le dos de Gbagbo et de son épouse. Par contre, quand il y a eu les massacres à Douekoué, tout ça, cette ONG est restée
dans un mutisme assourdissant. Ce sont ces structures qu'on appelle les organisations philanthropiques internationales que financent ces prédateurs. Georges Soros, Nicolas Sarkozy et tous les autres qui ont des milliards, et je vais même plus loin, il y en a même qui ont bénéficié des largesses en guillemets de la Côte d'Ivoire, qui avaient le monopole sur le port d'Abidjan. Quand j'ai vu les photos, leur sourire, le champagne qu'ils étaient en train de sabler au moment de la travestiture, je me suis dit que décidément la vie humaine n'a aucun prix pour ces gens-là. Je parle de Bolloré, qui a également le port de Cotonou, le port en Guinée, et qui a même poussé Alpha Condé, qui a toujours bénéficié des largesses du président Gbagbo, à ne pas soutenir Gbagbo. Alors que pendant qu'il souffrait dans l'opposition, Gbagbo l'aidait par tous les moyens. Et Alpha Condé, son intervention ici, à Paris, a été organisée et sponsorisée par Bolloré. Je me demande, après tous les sacrifices du peuple de Guinée, qu'est-ce que tout cela va donner? La montagne démocratique de la Guinée va accoucher d'une souris. Et nous disons, pour terminer, que l'instrumentalisation des rébellions est devenue une spécialité. Mes frères, je suis triste de vous le dire. Un des chantiers de Ouattara, c'est ce qu'il appelle la restructuration de l'armée ivoirienne. Parce que c'est ça la réconciliation. Vous voyez, le retour de la sécurité. Mais attention, ce n'est pas pour protéger les Ivoiriens, mais pour continuer à produire le cacao et à donner ça aux Blancs. C'est ça le chantier de Ouattara. Alors, qui il a décidé de nommer? Il a décidé de nommer un officier supérieur français de la DGSE pour être à la tête, être le supérieur hiérarchique du chef d'état-major de l'armée ivoirienne qu'on a vu pendant le défilé, Philippe Mangou, qu'on a vu à l'aéroport sur le tarmac, dans le groupe qui recevait Sarkozy. Cela pose également un problème. C'est celui de la loyauté d'un certain nombre de proches du président Gbagbo qui ont tourné kazakh aussitôt et ont commencé à parler de réconciliation et de dialogue sans même se soucier du sort des présidents de la République et de ses compagnons. Cela s'appelle de l'opportunisme politique. J'ai refusé de jeter de l'huile sur le feu. J'ai dit ma sympathie personnelle pour la personnalité de Mamadou Koulibaly. Et je dis que cette voie n'est pas la bonne. C'est une impasse. Et on va se retrouver dans une situation où finalement, ceux qui sont en train de pousser à cette aventure vont arriver à leur fin en provoquant une scission au sein du FPI. Et en provoquant cette scission au sein du FPI, ils vont permettre à Ouattara de rester pendant 10 ans, 20 ans.